Gardez un petit coup d'œil averti sur les petits îlots, les presqu'îles et les rochers. Ici, il y a énormément de citernes qui font leur nidification, surtout sur la petite île juste devant nous. On peut en voir plusieurs qui volent au-dessus de l'île. Motorisation, petite problématique au niveau de la santé de quelqu'un, on a toujours des partenaires pour nous aider. Ça pour le plongeur. On sera arrivé, il faut prendre la photo. Ouais, bon. Oh, il est mignon. Un autre phoque barbu. On peut lui voir les vibrisses quand même les très très bien. Il se gratte. Tiens, je vais juste avancer un soupçon pour passer de l'autre côté de Joanie. Ça, c'est un jaune? Pardon? C'est un jaune, ça? Non. Non? Non, non, non. Un véritable buffet fast-food de fruits de mer pour eux. Un festin. Ah, il est magnifique. Oh, hein, il a une belle peau, il est très joli. Hein. Ah ouais. Il fait des belles figures. Oui, d'où l'importance de la présence d'une banquise consolidée pour effectuer une chasse, hein, parce que sans banquise, il n'y a pas de phoques sur la banquise, les phoques vont demeurer en mer, mais l'ours n'a pas accès aux phoques en pleine mer. Ouais. Ah ouais. La banquise, c'est sa plateforme de chasse. Ah. Donc, d'où l'état périlleux de l'espèce à plusieurs endroits du monde, parce que la banquise est en On voit train bien de les se... cicatrices là, sur Hein? le long du corps, on voit Ouais, qu'il a ouais. été foncé. Oui, oui, tout à fait. Et il nous regarde en pleine face en plus. Oui, mais vous ne savez pas, c'est PMR qui en a ramené quelques-uns, il paraît qu'ils les ont dans leur On secteur. les cache à bord. Vous les cachez Et on à les bord. sort. Hein, c'est ce que vous m'avez dit hier. Je soupçonne fortement que c'est un mâle, mais... La réserve de grâce. Oui, puis ils sont plus... Je vais valider avec ma collègue Annie, qui est notre biologiste marine. Ça fait une belle photo, le truc en arrière aussi. Il est pas bien sur son glaçon là. Pour voir. Non, pardon, je me trompe, c'est des eiders à duvet. Des eiders, canards eiders. J'irai pas plus près parce que... l'eider à duvet, c'est le canard le plus omniprésent dans l'archipel du Svalbard. On les retrouve dans le nord de l'Europe aussi. Hein. Quand cela adonne, par contre, comme au 14 juillet, où nous avons une section du glacier qui s'étend sur la mer, c'est ce qu'on appelle un glacier tidal, c'est-à-dire qu'il va tomber directement sur la mer. Il va être supporté, en fait, son poids va être supporté en partie par la mer elle-même. Et ces genres de glaciers-là vont subir un double processus érosionnel, c'est qu'ils vont être fondus en dessous par la température de la mer qui est plus chaude que la glace, et par le dessus également. Donc, vous pouvez imaginer que ces deux forces érosionnelles-là, ça recule encore plus rapidement. Hein? Donc, on peut croire un glacier qui est en train de cracher de la glace comme étant vivant, actif. Oui, il est actif, mais il est mourant parce qu'il est en train de perdre sa masse glaciale, son volume. Imaginez votre bain qui est tout plein d'eau, on tire le bouchon. L'eau commence à diminuer. Vous avez encore de l'eau. Il y a encore de l'eau qui coule, mais le volume descend, 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 descend.
C'est exactement ce qui se passe avec les glaciers ici au Svalbard. On a tiré le bouchon et le volume est en train de descendre. Regardez dans toutes les directions, profitez de la vue, profitez de l'occasion de prendre des images, voir le paysage avec vos yeux. Ça vaut le coup. Collègues, pas les bousculer pour qu'ils aient une perte de sens de l'humour. C'était une rigolade facile à faire. Mais non, c'est pas ça. Des fissures, oui. Non, c'est joli avec le navire en arrière-plan. Ça donne, ça donne plus une idée du terrain dans lequel on se retrouve avec les montagnes. Like if you make these, I had a friend. She gave it to me. I'm like, this is perfect for expedition. C'est Ottawa. À Ottawa. C'est beau Ottawa, là. Oui, c'est très beau. L'hiver, c'est magnifique. Ouais. Non, non. Oh non, là, surtout les poissons ici, c'est pas possible. Donc, non, non, c'est... Là, normalement, s'ils trouvent rien qui traîne sur les plages, ils vont pas manger avant le mois d'octobre, novembre prochain. C'est ça que je devrais faire, moi. On se fait voler la boule. Voilà. Ah, au moins. C'est pas évident. Voilà. Il n'a pas trop froid.
Donc ça explique ici un problème, c'est qu'ils sont venus à plusieurs nations à se faire la guerre, voire même une guerre un peu physique parfois, pour exploiter les baleines. Et principalement une espèce de baleine qu'on appelle la baleine franche boréale. Donc qui est une baleine qui se déplace lentement, qui a une très grosse couche de graisse. Et pourquoi on l'appelle baleine franche? C'est quand on la tue, comme elle a cette grosse couche de graisse, elle reste en surface, elle ne coule pas. Donc comme à l'époque, on était avec des bateaux à voile et des chaloupes à rame pour aller à la chasse à la baleine, il fallait que la baleine reste en surface, qu'on la traîne. Hop, vous voyez le parasite là. Donc, je continue. La baleine franche, donc elle flotte. Quand ils tuaient une baleine, ils allaient l'harponner en chaloupe et puis la ramener à terre pour la découper et la faire fondre évidemment. Donc, il faut imaginer, hier je vous ai parlé du phénomène de rebond isostatique. Vous vous rappelez, quand la glace disparaît, la croûte terrestre remonte. Et bien ici, il faut imaginer que là on est à peu près à 1,50 m, 2 mètres peut-être de l'eau, maximum en hauteur. Et bien il faut imaginer que l'eau venait jusqu'ici. Okay, parce que là en fait, depuis le début du XVIIe siècle, là on est au début 17e, 1614 à 1655. Donc depuis 3 siècles, eh bien, le sol a remonté. C'est pour ça que vous avez des bois de flottage qui sont à l'intérieur des terres, on va dire. Parce qu'ils ont été apportés par la vague, mais depuis, eh bien, le sol a remonté. Okay, donc il faut imaginer qu'ici, on draguait les baleines, on les amenait ici, on les découpait et il fallait les faire fondre pour les transformer en huile. On amenait des tonneaux qui n'étaient pas montés, c'était sous forme de fagots, on va dire, et ils les montaient sur place et après ils remplissaient d'huile et ils renvoyaient ça donc en Hollande en l'occurrence. Pourquoi il y a eu tout ce conflit ici? Parce que les baleines franches, avant, il y en avait dans le golfe de Gascogne. Les premiers à chasser de façon intensive la baleine franche, c'était les Basques. Hein, à Saint-Jean-de-Luz, c'était la capitale quasiment de la chasse à la baleine au Pays Basque. Et c'est là aussi que les Basques ont commencé à former des tas de harponneurs. Il y avait des harponneurs sur des bateaux anglais, sur des bateaux hollandais. C'était des harponneurs basques. Mais une fois qu'ils ont exploité toutes les baleines franches de cette région-là, il fallait en trouver ailleurs. Donc ils sont allés au Canada, entre autres, et ils sont venus ici. Donc il se trouve qu'un explorateur anglais, Henry Hudson, a dit, dans son récit de voyage, au Svalbard, eh bien les baleines s'ébattent comme carpes en vivier. Alors vous imaginez, ça veut dire qu'il y en avait pas mal quand même, quoi. Donc ils sont venus ici, donc les Danois, les Hollandais et les Anglais, pour exploiter ces fameuses baleines. Mais il a fallu qu'ils se bagarrent pour avoir leur territoire de chasse et d'exploitation pour pouvoir les draguer à la plage et les découper. Donc les Hollandais étaient très très actifs à l'époque. Et donc ici il y a eu jusqu'à 200 personnes quand même qui ont travaillé pendant près de 40 ans. Il y a eu donc évidemment un renouvellement de tous ces gens. En plus un gros renouvellement parce qu'il y a eu beaucoup de morts. Hein. Dans certains endroits on trouve des vrais cimetières où il y a plusieurs dizaines de tombes. Et les analyses ont montré, parce que les squelettes sont encore dedans, ont montré que la plupart des squelettes qui sont dedans sont des jeunes hommes entre 14 et 17 ans. Ok, donc c'était les mousses, les matelots, qui étaient évidemment à la corvée pour découper les baleines. Alors il suffit qu'ils se coupent un pied avec la machette pour découper la graisse de baleine, sans compter que, évidemment, vous pouvez imaginer, vous faites cuire de la graisse de baleine ici, ça va sentir. Et qui est-ce que ça va attirer? Bah, les ours. Ouais. Donc vous attirez tous les ours sur des dizaines de kilomètres à la ronde, parce que dès qu'il y a de la fumée qui va se disperser, donc c'était aussi un risque potentiel d'avoir des ours de façon importante ici, quoi. Donc, il faut imaginer l'ambiance ici, le bois de flottage qui servait à faire les cabanes, évidemment, éventuellement à faire fondre la graisse, sinon ils amenaient du charbon pour faire fondre la graisse, parce qu'il faut quand même un combustible. Hein. Toute cette ambiance ici de travail et tout ça, l'hiver, et en général ils laissaient des petites escouades ici pour protéger. Alors imaginez, passer l'hiver, il fait nuit noire ici pendant 3 mois, et il y a la banquise, il y a des ours polaires éventuellement, ça devait être quelque chose quand même. Hein. Le paradis quoi. Le paradis, c'est ça.
il y en a partout, ça y est sur les plages ici, donc il y a des plages plus exposées au courant que d'autres. Donc ce qui fait qu'ici, par exemple, bah, là, il y a